J'ai demandé à tous les participants de la table ronde de venir. Et puis la personne, on va entendre des gens pitcher, parce que maintenant on ne dit plus parler en public, on dit pitcher. Hein, je pitch, tu pitch, il pitch. Donc si vous voulez bien tous me rejoindre, Loïse, voilà, sur scène. Oui, ouais. Oui, tout à fait. Voilà, allez-y. Donc, on va donc passer à cette table ronde. Alors, on a un très joli plateau. On va avoir l'occasion d'écouter Jean Arnal du concours Even Up dont on a déjà parlé, qui va nous dire comment on peut être une start-up de 90 ans. Hein. Voilà. On va écouter aussi Caroline Guivarch de l'entreprise Jean Enaf, qui nous dira comment chez Jean Enaf on innove avec toutes sortes de communautés, mais surtout la marque est très inspirante en fait pour beaucoup de communautés. Avec Loïs Philly, on parlera de l'expérience d'une jeune pousse qui s'est servie de sa communauté de fans pour innover. Et puis on verra comment, avec l'université, on peut se mettre à l'heure de la collaboration ouverte avec l'UBO Open Factory, avec Yves Quéré. Et enfin, Caroline Révol. On verra comment le pôle de compétitivité valoriale peut vous aider à innover en vous ouvrant à toutes sortes de communautés. Alors, on va peut-être commencer par le groupe Evin. Peut-être que vous pouvez vous diriger là-bas, comme ça, vous allez pouvoir nous passer vos slides en même temps. Donc, juste, Jean Arnal, vous avez passé 15 ans... Jean-Marie, pardon. D'accord. Vous avez passé 15 ans dans le cabinet de conseil et d'audit Ernst & Young. Vous avez rejoint le groupe Evin il y a 2 ans. Vous êtes en charge de l'audit des filiales et de l'adaptation et de la transformation des métiers pour trouver des relais de croissance durable. Alors peut-être que dans un premier temps, avant de parler du concours, on peut rappeler en fait ce que fait le groupe Evin, parce qu'on connaît plus ses marques finalement que le groupe. Oui. Merci, bonjour à tous. Alors le concours, alors le groupe Even, comme on l'indiquait, une start-up de 90 ans, donc qui est un groupe coopératif finistérien dont le siège est à Ploudaniel. C'est un peu plus de 6000 salariés, 1400 agriculteurs adhérents, 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. On exporte dans 110 pays, et notamment principalement nos produits laitiers. Et on a 98 filiales. Voilà, donc c'est quand même assez conséquent quand même, pour un groupe ministérien. On a 4 pôles d'activité. Premier pôle, c'est le pôle laitier, dans lequel on retrouve les produits de grande consommation, donc, que vous avez sûrement dans votre frigo, comme le beurre paysan breton, le Madame Loïc, ou aussi des marques comme Régilet. Mais également dans le pôle laitier, ce qui est moins connu, c'est toutes nos activités Even Santé Industrie, qu'on a développées depuis 20 ans et qui sont des produits high-tech. Deuxième pôle d'activité, la distribution alimentaire, où là, en fait, c'est des produits RHD et des produits de vente à domicile. Troisième pôle, c'est l'amont, où là, c'est des services aux agriculteurs. Et puis le quatrième, c'est du développement. Voilà. Développement, alors qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? On a des salaisons, des plats préparés, etc. Et donc, 98 filiales, ça donne un esprit d'entreprise, en fait, à notre gros groupe. D'où ce qu'on avait voulu avoir comme état d'esprit dans le concours, cet esprit start-upper. Donc start-up de 90 ans, c'était un peu le clin d'œil qu'on a en interne chez nous pour faire nourrir le projet. Alors comment ça vous est venu cette idée de concours comme ça, Even Plus ? Alors Even Up. Even Up. Alors le concours, en fait, il nous est venu. Alors déjà, le groupe Even a toujours été assez en avance dans l'innovation. Pour exemple, dans les années 90, des barges dans baie de Morlaix pour développer des saumons. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, on n'a pas trouvé le marché, mais par contre, c'était un produit super. Après, derrière, donc ça s'appelait la Salmor, on a Even Santé Industrie, il y a 20 ans, j'en parlais tout à l'heure. Donc, on a toujours été un peu dans cet état d'esprit-là de créer. D'innover. Et on a eu l'idée, en fait, de s'ouvrir, en fait, parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde des food tech. On en parlait, Mme Cosanet en parlait tout à l'heure. Et donc, par rapport à tout ça, il fallait qu'on puisse trouver des nouveaux relais de croissance. Donc, on a créé un partenariat, notamment avec le Village by CA. Et puis, avec le Village by CA, donc, ils ont 4 grands pôles d'activité. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le village, mais voilà. Donc, il dépend du Crédit Agricole, qui est basé à Brest. C'est ça, exactement. Donc, il y a une vingtaine de villages à peu près en France, plus un peu à l'international. Donc, c'est un incubateur, en fait, de start-up. Un booster de start-up, même, on peut dire. Un booster. Voilà. Et ce village, en fait,
il doit attirer en fait des startups à Brest. Et on s'est rendu compte assez rapidement qu'on avait peu de projets agro qui nous arrivaient. Alors, force est de ce constat, on s'est dit, pour faire ça, on va créer en fait un concours. Et donc le concours, on a appelé Valorial notamment, et puis Fabien et Jean-Luc Perrault nous ont tout de suite fait un bon accueil, et puis on a créé le projet. On a appris en marchant en fait, parce que c'était assez nouveau. Alors, on va peut-être voir une vidéo en fait justement qui présentait le concours. Si Rosane veut bien nous lancer ça. Ici, ça marche. En 1930, en Bretagne, plusieurs paysans ont choisi de se regrouper afin de mieux valoriser le lait de leurs vaches laitières. Au fil des années, Even a grandi et confirmé son ambition, permettre à chacun de bien se nourrir tout en créant durablement des richesses humaines et économiques, jusqu'à devenir aujourd'hui l'un des acteurs majeurs de l'agroalimentaire français. Aujourd'hui, Even est un groupe agroalimentaire coopératif qui rassemble 1400 agriculteurs adhérents, plus de 6000 salariés, près de 100 filiales en France et à l'étranger, et des clients dans plus de 110 pays. Even réalise un chiffre d'affaires de 2,2 milliards d'euros dans 3 principaux domaines d'activité: le lait et les produits laitiers, la distribution alimentaire et les services aux agriculteurs. Pour toujours servir son ambition et préparer l'avenir, Even lance un concours d'innovation, Even Up. Even souhaite soutenir les projets innovants liés à l'agriculture et l'alimentation. Ces projets devront répondre au moins à l'un des 4 grands défis qui composent le concours: Nutri-Up, ou comment nourrir le futur sainement, Distri-Up pour adopter de nouveaux usages à la consommation, Techni-Up pour repenser les outils de l'industrie agroalimentaire, et Country Up afin de connecter le monde agricole. Une dotation globale de 150 000 € sera allouée aux lauréats des différents défis. Les gagnants bénéficieront d'un accompagnement par des experts Even et d'un accès au marché. Ils pourront par ailleurs adhérer au pôle de compétitivité Valorial et être hébergés au village Baïséa. Les défis sont ouverts à tous, que vous soyez étudiant, salarié, entrepreneur ou retraité. Selon sa maturité, vous pouvez concourir avec un projet en incubation, si vous êtes encore au stade de l'idée, ou en accélération, si votre projet a déjà fait ses preuves. Pour postuler, c'est très simple. Vous avez jusqu'au 4 mai pour vous connecter sur www.evenup.bzh. Les meilleurs porteurs de projets seront invités à pitcher leur projet le 14 juin. Alors, prêt pour l'aventure ? Alors, combien de candidats, combien de lauréats, est-ce que ça a eu du succès en fait ? Ça a eu je trouve un beau succès, mais on a eu 40 dossiers en fait, qui ont été déposés. Alors ils ont tous été déposés le 4 mai quasiment. Donc avant le 4 mai, on était un peu stressés de savoir si on allait avoir des candidats. Donc on a eu nos 40 dossiers. Alors dans les typologies, en fait, on a dans l'âge déjà, c'était entre 25 et 70 ans. Donc par rapport à ce qu'on nous disait de l'étudiant jusqu'au retraité, il n'y a pas d'âge. Voilà. L'âge moyen, 39 ans. Ouais. C'était exactement l'âge moyen qu'on voit dans certaines études, notamment les startups. Ouais. Les startups. Donc on est derrière 28% d'entrepreneuses. Donc des femmes, voilà très c'est bien. Ça. Un tiers déjà. Exactement. Ouais. Plutôt un profil ingénieur, par contre, et doctorant, chose qu'on voit plutôt différemment dans les autres concours. Quand on a fait un petit benchmark, c'est plutôt des profils école de commerce. Donc c'est vrai que c'est assez lié aussi par rapport aux thématiques qu'on avait, qui étaient des thématiques assez techniques. Et puis 35% de dossiers qui étaient bretons. Alors moi je trouve que c'est plutôt pas mal parce que ça a montré qu'on s'est ouvert vers l'extérieur, parce qu'il y en a quand même du coup le reste qui vient d'ailleurs. Et aussi, alors on n'a eu que 2 d'étrangers, un néerlandais et un italien, mais des projets intéressants et on reste en contact aussi avec eux. Donc voilà. Et qu'est-ce que l'entreprise en a retiré ? Vous me disiez en fait un espèce de vent de fraîcheur, en tout cas pour la direction, qui a trouvé ça, et puis même tout le monde en fait a trouvé ça très intéressant. Ouais, je pense que c'est 1 de la fraîcheur, 2 de la transversalité, 3 un peu d'image aussi, quoi. Oui. Alors pourquoi de la fraîcheur ? Parce que ça te permet de nous ouvrir à d'autres concepts, etc. Ouais. De la transversalité parce que ça permet de co-créer, de
faire travailler les équipes ensemble, parce que vous voyez, on a 4 pôles d'activité, mais finalement, il y a les gens du lait qui, eux, sont très orientés sur leur process, les gens de la distribution très orientés commerce. Ben là, on les a fait se réunir pour pouvoir sélectionner les projets ensemble et donc confronter nos points de vue, etc., se rencontrer, travailler. Et puis donc ça a amené ça, vraiment de la transversalité. Je pense que ça, c'est vraiment un truc hyper important qu'on doit continuer à développer, dans le sens où on est au début de notre processus. Tout à l'heure, par rapport à tout ce que vous avez montré, je pense qu'on est à l'étape 2. Et puis un peu d'image, parce que derrière, ça a fait connaître un peu le groupe. L'agroalimentaire aussi un peu en Bretagne, ça a permis de lui donner... Et puis de voir que ça crée partout aujourd'hui, notamment sur Paris, il y en avait quand même 30% des dossiers qui venaient de Paris, quoi. Parce qu'ils ont une concept, ils ont des besoins, etc. Et est-ce que vous allez réitérer l'opération? Est-ce que vous pensez continuer? Comment vous allez faire? Alors, déjà, on va bien accompagner les startups qu'on a sélectionnées. D'accord, ça, on va voir les lauréats. Ouais, voilà. D'accord. Ouais. Mais alors, le relancer, déjà, bien accompagner ceux qu'on a sélectionnés. Parce que c'est déjà le premier maître mot. Faire quelque chose de solide. Ouais, parce qu'on débute. On se lance. Souvent, on entend le terme, c'est toujours les termes un peu anglo-saxons, test and learn. On est carrément là-dedans. Ouais, donc, c'est des appels. Et puis, en fait, on est en train de créer, parce que chacune des startups a un coach, et ces coachs, en fait, les aident à se développer, à trouver en interne chez nous des solutions. Donc, il faut trouver les bonnes personnalités qui vont avec les entrepreneurs, parce qu'en fait, c'est qu'une histoire d'hommes. Nous aussi, quand on les a sélectionnés, quand on en a 40, après, il y en a eu 11 qui ont passé l'oral. Dans les 11 sont excellents. Enfin, les 11, c'est des vrais entrepreneurs, ils ont des belles entreprises. Par contre, il y en avait 5 qu'on a sélectionnés. On les a sélectionnés pourquoi ? Parce que on avait des synergies avec elles. On pouvait leur apporter vraiment quelque chose. Et c'est ça. C'était vraiment du gagnant-gagnant des deux côtés, quoi. Ouais. Chacun pouvait s'apporter quelque chose. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, je peux vous le dire pourquoi, d'ailleurs. Donc, on a sélectionné Vitaline. Alors, Vitaline, c'est un substitut de repas, c'est-à-dire que c'est rapide, ça se dit, c'est assez sain. C'est-à-dire que vous mélangez de l'eau avec un produit et grosso modo, vous mangez votre repas très rapidement. Donc, ça correspond à un besoin des millennials là-dessus. Et c'est pas cher. Et donc, ce produit-là, ça va très bien avec nos activités Even Santé Industrie, par exemple. Puisque là, derrière, on peut avoir des développements, on fait déjà des produits un peu de ce type, on peut pousser un peu plus leur développement, et donc là, ils ont quelque chose à retirer avec nous. Collectou, alors ça, c'est un projet assez marrant, parce que c'est des jeunes ingénieurs en agro de Rennes qui collectent en fait du pain rassis. Derrière, elles en font une poudre qu'elles mélangent avec d'autres ingrédients, et ça permet de faire des cakes et des cookies. Et derrière, c'est revendu dans la restauration collective. Et donc, nous, on a des activités de boule-pâte, notamment, où on vend des produits aux boulangers. Et donc, là-dessus, ça lui permet d'être en contact vraiment avec le métier, parce que c'est des jeunes qui ne sont pas tout à fait, qui vont développer un concept, mais derrière, être en contact avec le métier. Donc ça, c'est hyper intéressant. Après, sur la partie distribution, là, on en a sélectionné 2. Alors on les a sélectionnés d'ailleurs parce que les 2 entrepreneurs étaient complémentaires. Il y en avait un qui était super informaticien et l'autre qui était super marketeur. On s'est dit, là il y a un truc à faire pour les faire se réunir et travailler ensemble et nous travailler avec eux. Alors Fly Menu, vous entendrez sûrement parler dans les mois à venir là-dessus, vous l'aurez intégré. Ça facilite la vie du consommateur. Alors c'est un truc que vous allez sur Mardi Miton, vous dites, moi je veux faire une tartiflette ce soir, tac, et il vous calcule tous les ingrédients qu'il faut, puis après vous allez sélectionner votre distributeur préféré, Leclerc, Carrefour ou n'importe, puisque tous ils ont adhéré un peu à ce concept-là derrière, et ça vous fait votre panier de courses directement. Et Cook & Be, c'est un peu la même chose, sauf que lui c'était sur le régime alimentaire. Donc les 2 étaient complémentaires, donc ils peuvent travailler un petit peu ensemble. Malheureusement, sur la partie technique industrielle, on a eu assez peu de projets, mais c'est un peu, c'est ce qu'on remarquait aussi quand on fait un peu de veille. Mais je pense que l'année prochaine, dans les années suivantes, je pense que ça va beaucoup se développer parce que derrière, qu'est-ce qu'il y a ? C'est le domaine de la robotique notamment. Et là, pour l'instant, des startups de robotique, etc., les écoles d'ingénieurs n'ont pas, c'est pas encore trop complètement lancé. Enfin, pas complètement lancé. Enfin, en tout cas, nous, on n'a pas attiré. C'est plutôt ça, soyons humbles. Et puis après, dans Country Up, là, on a sélectionné en fait une société qui fait de l'aliment pour les animaux en substitut du soja. Voilà, mais si c'était à refaire, vous repartiriez.
Parce que visiblement, on sent que ça vous a vraiment intéressé, amusé, on est dedans, étonné. On est dedans, et puis on espère que dans un an, qu'on aura fait un bout de chemin avec ces sociétés-là. Il y a des trucs super marrants qui se passent. On est dans un endroit un peu confidentiel, donc je peux raconter un truc. Confidentiel, pas vraiment, mais je peux raconter quand même une petite anecdote. Allez-y, on écoute. Voilà. On est entre bretons, si je veux dire. Dans Fly Menu, il nous a proposé en fait de mettre en avant, quand on fait la liste de courses, notre beurre paysan breton. Gratuitement, sans qu'on lui demande. Et pourquoi ? Parce qu'il dit je vous remercie d'avoir vraiment mis en avant ma boîte, ça lui a donné confiance. Et derrière, comme on était les premiers à l'avoir identifié, derrière les distributeurs sont venus vers lui. Et donc ça a créé ça. Et puis alors. Donc c'était un retour d'ascenseur, quoi. Ouais, Quelque part, vraiment sympa. Et il y a 15 jours, maintenant qu'il est un peu connu, il y a une marque de beurre qui est venue le voir et qui lui a dit tiens, on voudrait acheter l'espace sur ton truc. Il a dit non, désolé, parce que moi, en fait, moralement, je suis engagé avec eux et voilà. Et donc, sympa, nous, du coup, ça match d'un point de vue des valeurs. Bien sûr. Nous, nos valeurs coopératives, ça va avec ça, c'est-à-dire de s'entraider pour développer, et je trouve ça génial, quoi. Et les coopérateurs, vous disiez aussi, étaient vraiment très contents de ça, parce que finalement, ce sont aussi des entrepreneurs. Donc, de rencontrer des jeunes entrepreneurs avec des choses un peu innovantes, eux aussi, ils sont en permanence en train d'innover, quoi. On parle un peu la même langue, même si c'est pas tout à fait les mêmes niveaux de. Alors ça c'est complètement, parce que c'est eux les sponsors aussi de la démarche. Imaginez qu'ils nous disent attends, 150 000 €, le prix, vous avez vu le prix du lait, vous êtes en train de dépenser de l'argent dans les startups. Ouais. Non mais je le fais cash, mais c'est la réalité en fait du terrain. Et donc là, non, eux ils sont hyper sponsors parce qu'ils savent qu'à un moment donné, Even notamment a investi, a diversifié dans la distribution alimentaire, et que ça permet aujourd'hui de mieux valoriser le lait. Donc ils se disent, trouvons des relais de croissance pour demain. De croissance durable. Et puis soyons dans l'ouverture. Et parce que voilà, soyons pour dans bientôt l'ouverture. Une start-up centenaire. Oui. Voilà. Merci beaucoup Jean-Marie Arnal, merci pour ce témoignage. On va passer à une autre entreprise de grande notoriété en Bretagne, l'entreprise Jean Hénaf. Vous allez pouvoir passer là-bas. Donc créée à Poulreuzic dans le Finistère en 1907. Spécialisée, faut-il le rappeler, dans le pâté Hénaf, mais pas que. Alors Caroline Guivarch, vous êtes directrice recherche, marketing, développement et innovation chez Jean Hénaf depuis 2 ans. Vous avez eu auparavant un parcours dans l'agroalimentaire chez Père Dodu et Coraya, entre autres. Alors vous avez une marque qui est hyper inspirante pour beaucoup de gens, et vous avez su laisser à vos communautés cette liberté créatrice. Alors, pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est passé ? Ça a commencé par la page Facebook déjà, qui a été créée par un de vos fans. Alors tout à fait, effectivement, la page Facebook a été créée par un de nos fans en 2009. Alors en fait, il n'y a pas qu'une page qui a été créée, il y a plusieurs pages qui ont été créées. Oui, tout à fait. Alors on va en montrer une, la page officielle, voilà, c'est celle-ci. Mais en fait, avant les années 2010, il y avait plusieurs pages Facebook. Il y en a une qui émergeait vraiment, qui sortait du lot, qui était cette page-ci. Et du coup, on a décidé de se rapprocher du créateur de la page pour échanger avec lui, commencer à co-construire avec lui, pour reprendre petit à petit vraiment le community management et l'administration de cette page-là. Donc effectivement, c'était une première co-création, on peut dire. Et aujourd'hui, cette page, elle fonctionne très bien, puisqu'on a 168 000 fans. Donc c'est comparable avec le nombre de fans de Herta ou Fleury Michon, par exemple, qui sont des mastodontes à côté de notre PME. D'accord. Et quelles autres communautés en fait se sont développées autour de votre marque ? Comment... Alors effectivement, là c'est une communauté sociale. En fait, c'est la communauté Facebook. À côté de ça, il y a plusieurs communautés qui gravitent, on va dire, autour de la marque, autour de l'entreprise. Alors on peut citer quelques exemples. Donc tout d'abord dans l'univers de la gastronomie, de la restauration. Alors vous me direz c'est logique pour une marque d'alimentaire, mais on voit que la façon dont la marque est utilisée est quand même assez originale, assez singulière. Donc là vous avez par exemple un exemple de petite boîte bleue qui sert de contenu pour présenter un gratin dauphinois, me semble-t-il. Et sinon la marque et la petite boîte bleue sont souvent également utilisées, détournées pour décorer des établissements. Donc là, vous avez par exemple une tour de pâté Hénaf, et puis là, d'autres exemples de déco.
Donc ça, c'est la communauté plus du monde de la restauration. À côté de ça, il y a des choses un peu plus surprenantes. Et là, on va voir qu'en termes d'inventivité, ça peut aller assez loin. Donc dans le domaine artistique, alors déjà dans l'univers de la BD, on voit que la marque, on retrouve toujours la petite boîte bleue, sont assez inspirantes. Donc voilà, c'est quelques exemples de BD. Donc nous, on n'y est pour rien. Hein. C'est des choses vraiment qui nous échappent, qu'on retrouve des fois par hasard. D'ailleurs, c'est ça qui est assez rigolo. Un autre exemple, toujours de l'univers de la BD. Donc là, à droite, c'est la BD L'Arabe du futur de Riyad Satouf. Donc c'est étonnant parce que pour le coup, c'est pas du tout une communauté bretonne. Et voilà. Et puis la communauté musulmane et le pâté. Voilà. Mais du coup, c'est intéressant. Ça veut dire que la marque est quand même ouverte. Et c'est pas une marque clanique qui parle qu'aux Bretons. Donc c'est important de le souligner. On reste dans le milieu artistique. Alors là, on va plus dans l'univers de la musique. Beaucoup de créations aussi, beaucoup d'inspiration autour de la marque, autour de la boîte bleue. Alors on a régulièrement des photos de musiciens qui nous envoient leur création d'instruments de musique. Donc là, je vous en ai pris qu'une, mais on en reçoit vraiment très très souvent. Il y a un groupe punk aussi qui a décoré sa scène avec une grande boîte de pâté Enaf. Et alors après, on a un exemple assez original dont on est assez fiers. Alors il y a une petite histoire en fait derrière cette pièce. Donc c'est une pièce, la petite boîte bleue, c'est une pièce qui a été créée en 2015 à l'occasion des 100 ans du pâté Enaf. Et là aussi, c'est pas venu de notre fête. En fait, ça a été l'initiative d'une personne avec qui on travaillait pour l'animation de la Garden Pâté. Et à l'occasion de la Garden Pâté du centenaire en 2015, un de nos animateurs a échangé avec Jean-Jacques Enaf, donc Jean-Jacques, l'ancien dirigeant de l'entreprise, qui a dirigé l'entreprise pendant 40 ans. Et il a dit à Jean-Jacques, Jean-Jacques, écoutez, à l'occasion de mes 25 ans, je vous ai envoyé un courrier pour vous demander de sponsoriser mon anniversaire. Et non seulement vous m'avez répondu, mais en plus vous m'avez envoyé des petites boîtes bleues, donc je tenais à vous remercier, etc. Des goodies aussi, je crois qu'il y avait des pins, des casquettes, des choses pour etc. animer sa soirée, qui était une soirée assez festive a priori. Et donc il a profité de l'occasion pour remercier Jean-Jacques, et Jean-Jacques lui a dit, mais vous savez, votre lettre, j'en reçois beaucoup, des comme ça, etc. On peut la retrouver. Et d'ailleurs, on les garde toutes. Et on a effectivement une salle des archives chez Enaf. Et alors là, de fil en aiguille, Anthony a trouvé l'idée super et a demandé s'il pouvait accéder à cette salle. Et il y a passé des heures entières à éplucher de nombreux courriers des consommateurs. Et il a eu l'idée, à partir de ces courriers, d'écrire une pièce de théâtre qui est vraiment basée sur ses correspondances. Donc il a sélectionné quelques-unes des lettres. C'est des lettres qui retracent l'histoire du siècle dernier. Ça parle de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, etc. Et à la fin, on est plus sur des échanges, des tweets, des posts sur Facebook, ce qui montre aussi que la marque est une marque de son époque. Et du coup, voilà, ça a fait une pièce où il reprend vraiment mot pour mot le contenu des correspondances des consommateurs. Alors, pour la petite histoire, si vous êtes intéressé, la pièce va être jouée samedi prochain à Poulrezic au Lapin Bleu. Très bien. On n'a aucun intérêt dans l'histoire. Est-ce que vous avez lancé de nouveaux produits grâce à toutes ces communautés? Est-ce qu'il y a des fois où vous avez demandé à vos fans Facebook, par exemple, vous leur avez soumis une recette ou Alors oui, ça nous est arrivé, effectivement. En 2016, on cherchait à innover pour inventer la prochaine recette déclinaison de pâté Enaf, puisqu'en fait, il y a toute une déclinaison de recettes qui existe autour du pâté Enaf. Et donc, l'équipe marketing cherchait une nouvelle idée. Et on a eu l'idée, effectivement, d'interroger notre communauté Facebook. On leur a proposé 4 recettes. Et on leur a proposé aussi... il y avait une question ouverte pour qu'ils puissent se prononcer si jamais ils avaient d'autres préférences, d'autres choix, de façon très spontanée, en dehors de ces 4 propositions. Donc on a eu à peu près pas loin de 400 réponses. Il y a vraiment une recette qui est sortie du lot, qui est la recette pâté Enaf ail et fines herbes, qui a été mise sur le marché quelques mois après. Et puis surtout, ça nous a permis de recueillir énormément de matières et d'idées pour préparer nos innovations futures, puisqu'en fait, les consommateurs nous ont donné énormément d'idées d'associations, des choses auxquelles on n'avait pas pensé d'ailleurs. Et donc, c'est des choses que l'on garde dans les tiroirs et sur lesquelles on pourra s'appuyer à l'avenir. Alors, il y a même cette Garden Pâté qui est une invention de vos fans, en fait, et qui, quand même, en 2017, a rassemblé 4000 personnes à Poulrezic. Je vous propose qu'on regarde quelques images parce que vraiment, ça vaut le déplacement. Si Rosette va bien nous lancer la vidéo. C'est la petite pièce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je voudrais savoir pourquoi, lorsque je l'achète à Nantes, Pays de Loire,
je le trouve beaucoup moins bon que lorsque je l'achète dans le Finistère, Bretagne, d'où je suis originaire. Ce sera notre repas de fiançailles. Véridique. Hein. Jamais un repas ne m'avait paru si délicieux. Ça, c'était l'été dernier aux Vieilles Charrues. Avec des cornichons Encore. 2 sans tricher. 3 c'est gagné, t-shirt. Et le 4e c'est le bijou. C'est le bijou. Alors la chanson que vous avez entendue, il y a une petite histoire d'ailleurs, parce que c'est Koé qui nous a appelé au mois de juin. Il a appelé à 16h30, me semble-t-il, à l'entreprise en disant « Ah, ce soir, on vient d'inventer une chanson, etc. Vous allez être diffusé. Je veux un numéro de téléphone pour appeler quelqu'un du marketing et lui demander de réagir en live sur notre chanson. » Et donc, on a réussi à récupérer la bande de la chanson. Et du coup, on s'en est servi pour les Vieilles Charrues. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a un attachement incroyable à la marque. Vous me disiez lorsqu'on préparait cet entretien qu'il y a des gens qui sont prêts à se tatouer ENAF sur le bras. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de marques en France qui sont capables d'avoir une chose pareille. Une attention très forte, on l'a vu, portée aux consommateurs, au courrier des lecteurs, etc. 2000 demandes de partenariat par an, ce qui est absolument colossal. 2000 demandes, ce qui est énorme pour une entreprise de la taille de la nôtre. Donc on passe beaucoup de temps à traiter ces demandes, à les éplucher, à les sélectionner, parce que malheureusement, on ne peut pas répondre positivement à 2000 demandes par an. On essaye de répondre à toutes les demandes. On répond positivement à 10%, ce qui fait déjà 200, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà bien. Et c'est cette confiance finalement des consommateurs qui vous amène à créer maintenant des boutiques. Il y en a une première en gare de Rennes. Alors en fait, on avait déjà une boutique sur le site de Pouldreuzic, qui était plus un peu une boutique usine, entre guillemets. En lien avec le musée qui est à Pouldreuzic. Tout à fait, avec le musée, la maison ENAF. Et donc là, on a effectivement lancé au mois de mai dernier une boutique ENAF & Co. Donc cette boutique, c'est une épicerie fine de produits bretons. C'est un nouveau concept de boutique. Et donc on a ouvert une boutique pilote dans la gare de Rennes. Alors pourquoi la gare de Rennes ? Parce que la gare de Rennes, c'est un lieu stratégique. En termes de flux, c'est énorme. À terme, il devrait y avoir 20 millions de passagers par an à traverser la gare. Et donc, on a fait le choix de s'implanter dans ce lieu stratégique qui va être une belle vitrine à la fois pour faire découvrir les gammes ENAF. Voir une photo. Je crois qu'il y avait une photo. Tout à fait. Alors, on a passé plein de photos. Je vous fais rapidement. Ça, c'est les Vieilles Charrues. La communauté sportive qui aime beaucoup la marque. Une créativité sans limite. On retrouve le tatouage, effectivement, dont vous avez parlé. Dans l'univers de la mode également, ça, c'est encore plus inattendu. La Garden Pâté, on en a parlé. Tac. Oui, la Garden Pâté, où il y a des gens qui disent de toute façon, j'ai du pâté ENAF dans les veines. Hein. Donc c'est vraiment, quand on dit que c'est vraiment ancré, et la Garden Pâté a fait des émules, puisqu'il y a maintenant une Garden Pâté à Central Park à New York. Avec la diaspora bretonne, on en parlera tout à l'heure. Et du coup, j'ai pas la photo. La boutique. Non, elle donc y la est pas. boutique, l'idée c'est aussi une diversification, c'est être en contact direct avec le consommateur. C'est ENAF & Co, c'est-à-dire que c'est emmener la marque ENAF avec d'autres produits premium bretons. Tout à fait. L'idée, c'est de faire découvrir en fait le meilleur de la gastronomie et de l'épicerie fine bretonne. Donc, il y a bien sûr des produits ENAF, des produits ENAF Sélection, qui est notre marque destinée aux magasins spécialisés, aux épiceries fines. Et puis, il y a également dans le &Co un ensemble de marques que l'on souhaite faire découvrir. L'idée, c'est aussi d'être ouvert et de s'associer à d'autres marques. Donc, il y a les produits Christine Le Ténier, donc c'est des produits à base d'algues, mais il y a aussi différentes marques dans l'univers des produits de la mer, des plats cuisinés, des épices, des condiments, des biscuits, des caramels, des alcools, du café, etc. Et l'idée, c'est de faire découvrir une belle petite sélection de produits bretons. Et donc, cette boutique, elle a ouvert il y a quelques mois, et l'ambition, c'est d'en ouvrir quelques-unes dans le Grand Ouest, et également de se lancer dans l'aventure du e-commerce, avec vraiment une approche omnicanale, en se disant que ENAF & Co, ça devient une enseigne. Et l'idée, c'est de faciliter au maximum l'accès à ENAF & Co et aux gammes que l'on souhaite aller physiquement en boutique ou acheter dans une boutique en ligne. Et être peut-être moins dépendant aussi de la grande distribution, peut-être d'avoir une partie de votre chiffre d'affaires qui est plus exclusivement... L'idée, c'est effectivement de se diversifier également en termes de circuit de distribution et de pouvoir maîtriser son assortiment, ses prix, ses marges, son discours, et avoir la connaissance directe aussi du client final, ce que l'on n'a pas finalement lorsqu'on travaille avec la grande distribution. Donc là, on a mis en place un système de fidélité qui nous permet de recueillir de la data sur les clients et derrière, d'orienter au mieux les propositions par rapport aux attentes des différents clients. Extraordinaire, je trouve vraiment comme l'inspiration de la marque. Merci beaucoup, Caroline Guivarch. Alors, on va passer à une marque plus récente, à qui on souhaite le même succès qu'ENAF.
Penarbox, créé à Brest il y a 3 ans, donc, qui propose des kits de survie pour la diaspora bretonne du monde entier. Loïs Philly, vous êtes le co-créateur. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça vous est venu, cette idée de créer en fait ces box? Tout à fait. D'ailleurs, vous avez le t-shirt associé. Exactement, très important. Ouais, très important. Déjà, bonjour à tous. Donc, je suis le cofondateur du coup d'une start-up qui a maintenant 3 ans, qui s'appelle Penarbox, que j'ai cofondé avec Julien Carsalet, qu'on voit ici à l'écran. Et du coup, rapidement, en fait, pour la petite histoire, Penarbox s'est réellement né en 2012 lors de séjours qu'on a fait à l'étranger avec Julien. En fait, on est partis tous les deux donc à l'étranger pendant 1 an pour nos études. Donc Julien s'est envolé à Miami aux États-Unis pendant que moi je partais à Cardiff au Pays de Galles. Et en fait, là-bas, tous les deux, on a été confrontés à un terrible problème qui était le manque cruel de produits bretons. Donc concrètement, en fait, on se réveillait la nuit en sursaut, pris de sueur froide, des tremblements, des rougeurs intempestives. Tout ça, en fait, parce qu'on était en manque de produits bretons, donc notamment de pâté naf et autres caramels au beurre salé. Donc à l'époque, en fait, le seul moyen qu'on ait trouvé pour survivre réellement, c'était du coup de recevoir des colis de produits bretons avec nos parents. Donc cette expérience, elle fut relativement traumatisante, mais fortement enrichissante également, vu qu'elle a fait naître le projet Penarbox, qui n'est plus un projet aujourd'hui, vu que ça fait 3 ans qu'on existe. Et du coup, notre mission aujourd'hui, c'est concrètement de propulser du bonheur partout dans le monde avec des produits bretons. Donc c'est un système de box de produits bretons par abonnement, en fait. Et alors dans les box, donc on peut peut-être en voir en photo. Tout à fait. Voilà. Qu'est-ce qu'on trouve dedans alors? Donc on a 2 principales box. En fait, il y en a une qui s'appelle le kit de survie, la BUS box. Donc ça, c'est la box des Bretons du monde, en fait, où on trouve 10 produits phares du terroir breton. Donc l'ensemble de ces produits sont estampillés produits en Bretagne. Et une seconde box donc, qui s'appelle la Plige box. Donc on voit un exemplaire à l'écran. Donc plige qui vient du breton plijadur et qui veut dire plaisir. Et dans cette box, en fait, on trouve 6 produits issus de l'artisanat local. Donc c'est des petits faiseurs, des petits producteurs. Tout ça, en fait, dans l'idée de mettre en avant le savoir-faire des producteurs bretons. Et donc aujourd'hui, on a été amené en fait à travailler avec plus de 180 producteurs en Bretagne. Voilà, tout ça dans l'objectif de faire connaître au plus grand nombre, en dehors des frontières bretonnes, le savoir-faire breton et ce qu'on sait faire de mieux en Bretagne. Donc vous êtes très doué pour le sourcing, justement, pour trouver des marques pas forcément très connues, mais de qualité. Comment vous faites pour ce sourcing? En fait, c'est eux qui viennent vous voir, parce que maintenant, vous commencez à avoir une petite notoriété. Mais et au départ, vous êtes allé toquer Tout à fait. Au départ, on a fait en amont du coup, de la création de notre structure. On a passé dans pas mal de marchés, d'épiceries fines, pas mal de recherches sur Internet pour justement se créer une première base d'artisans. Après, en fait, dès qu'on se rendait visiter un artisan, on repartait avec une dizaine d'adresses, vu qu'ils se connaissent en fait tous entre eux. Et en effet, aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas. En fait, c'est l'artisan qui vient vers nous pour nous proposer en fait ses produits, vu qu'on a la chance d'avoir une petite notoriété dans le milieu de l'artisanat et des PME bretonnes, donc ce qui nous facilite entre guillemets le travail et nous facilite également le sourcing. Tout à fait. Vous avez eu un projet avec un grand chef étoilé breton. C'était quoi en fait l'idée? Tout à fait. Donc déjà, juste pour information, le projet est pour l'instant en stand-by, mais en effet, le projet c'était de développer en fait notre propre gamme de produits alimentaires bretons. En fait, l'idée c'était de s'inspirer des 3 ans de feedback, de retour client qu'on avait grâce à l'expérience Penarbox. Donc là, l'idée c'était de créer une nouvelle marque, mais tout en gardant en fait notre objectif initial qui était de propulser en fait au plus grand nombre le savoir-faire breton et le démocratiser aussi au plus grand nombre. Donc là, l'idée, en fait, c'était de créer en fait une nouvelle marque de produits bretons et qui serait en fait innovante de par plusieurs aspects. D'une part, la recette des produits qui étaient innovantes, également l'image de marque et tous ces aspects de communauté qu'on souhaitait en fait être innovantes et qui continuent en fait ce qu'on faisait depuis le début avec Penarbox. Et également tout l'axe de co-création que je vais parler un peu plus en détail, qui était aussi innovante et Voilà, et donc là, vous avez fait appel à votre communauté de fans. Tout à fait. Comment ça s'est passé en fait En fait, la première étape, c'est qu'on a réalisé en fait une vidéo sur Facebook. Enfin, l'idée en fait, c'était de réunir d'une part notre communauté, donc nos fans actuels de Penarbox, un grand chef breton, et puis des personnes qui nous aidaient en fait à animer un atelier. Tout ça en fait dans l'idée d'obtenir en fait des recettes concrètes à l'issue de cette journée, pardon. Donc
on a réalisé un atelier en fait participatif au sein de The Corner, donc c'est l'incubateur dans lequel on est actuellement, auquel Yuan, qui est présent là, au premier rang, a participé d'ailleurs. Donc voilà, la première étape, donc c'était une vidéo qu'on a postée sur Facebook, qu'on va voir là tout de suite, qui a permis en fait de cerner en fait des gens motivés dans notre communauté qui étaient prêts à participer à cet atelier, donc des personnes véritablement engagées. Donc on a en fait obtenu une centaine de demandes de participation à cet atelier participatif. Donc chiffre est plutôt élevé, il n'y avait que 10 participants au final à l'atelier. Donc on va voir, vous avez lancé une vidéo un peu déjantée sur les réseaux sociaux, et là aussi je pense que ça vaut le coup d'œil. Si ça va partir. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes sur le développement d'un nouveau projet innovant. Une nouvelle marque. Et oui, nous allons lancer d'ici la fin de l'année Notre propre gamme de produits alimentaires bretons. L'objectif est simple. Nous allons revisiter des grands classiques bretons. Avec pour mission de démocratiser les produits bretons en Bretagne, en France et dans le monde. La gamme sera innovante grâce Aux recettes, au packaging, à l'image de marque, au goût. aux formes, Ces produits seront distribués dans le box. mais pas que. Et on a besoin de vous, De vos talents, de vos idées, de vos conseils. Nous allons sélectionner une dizaine de personnes. pour imaginer avec nous Les produits bretons du futur. pour imaginer les produits. À Brest, Une phase de réflexion une phase de création et une phase de dégustation. seront présents ce jour. Vous Nous, et le grand chef breton étoilés, qui nous épaulera dans la création des recettes. Olivier Belin. Et vous aurez la chance de mettre la main à la pâte avec lui. Et oui, Envie de participer à cette nouvelle aventure avec nous? envie d'imaginer et de créer. Envie d'imaginer et de créer avec nous et Olivier Belin notre future gamme de produits alimentaires bretons. Cliquez sur le lien. Et laissez-vous guider. Caramellement vôtre. À très bientôt. Kenavo. Donc ça a beaucoup plu aux fans, ça, hein, parce que quand même 100 candidatures. Oui, tout à fait. On ne s'attendait pas forcément à avoir 100 candidatures, surtout que du coup, le lien amenait sur un questionnaire de motivation qui permettait vraiment de cerner si les gens étaient motivés ou non à participer du coup, à cette journée. Et du coup, en fait, tout le monde s'est réuni, donc, comme je le disais tout à l'heure, pendant une journée qui a été coupée en fait, en deux grandes parties. Le matin en fait, était plus dédié à la partie réflexion, comme on le dit dans la vidéo, où il y avait en fait 3 ateliers organisés dans la matinée, du coup, avec l'appui de The Corner, ce qui nous a permis en fait, de dégager des grandes tendances et des grandes lignes sur nos futurs produits. En fait. Et l'après-midi, du coup, ça a été la concrétisation du coup, des idées, donc, avec Olivier Belin qui était présent ce jour-là. Et on a permis en fait, de réaliser les premiers prototypes en fait, des recettes qu'on allait créer par la suite. Alors là, donc, le voilà. projet est un peu en stand-by, parce que finalement, vous avez peut-être été un peu trop ambitieux ou... Tout à fait. En on peut fait, dire on a comme ça été un petit peu trop ambitieux en fait, sur la partie planning. Donc c'est vrai que pour l'instant, on met le projet de côté. En fait, l'idée, c'était de lancer, du coup, ça c'était une gamme de biscuits sucrés, mais de lancer cette gamme de biscuits sucrés en septembre. Et c'est vrai qu'on avait en fait 4-5 mois de retard en R&D. Donc on ne pouvait en fait pas forcément suivre d'un point de vue trésorerie. Donc on a préféré mettre le projet en stand-by et puis on le garde pour l'instant dans un coin de la tête. Voilà. Et la leçon que vous en tirez, qu'est-ce que... Déjà extrêmement enrichissant de réunir toutes ces parties prenantes-là lors d'une journée et puis d'essayer de co-construire quelque chose tous ensemble. Puis après, c'est vrai que pour l'instant, on met le projet en stand-by, mais on le garde dans la tête pour potentiellement s'y replonger. En tout cas, on montre comment on peut mobiliser ses fans sur Facebook. Tout à fait. Voilà, c'est super. Et bien voilà, on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup. On va passer à une autre façon de co-créer avec les communautés d'innovation. C'est le fait de se tourner vers l'université. L'université, surtout quand elle crée un lab comme l'Open Factory à l'Université de Bretagne occidentale à Brest. Donc Yves Quéré, vous êtes enseignant-chercheur en électronique et directeur de cette Open Factory. Alors on peut dire déjà en fait que c'était un Fab Lab en fait qui a été créé en 2015, hein, c'est ça ? C'est ça. Donc, bonjour à tous. Donc, à l'origine, c'était un Fab Lab, mais c'est devenu un peu plus que ça aujourd'hui.
L'intention de départ, c'était de favoriser l'émergence de projets d'innovation au sein de l'université pour tous les publics, les étudiants, les personnels de l'université. Et aujourd'hui, c'est devenu un laboratoire ouvert d'innovation multidisciplinaire avec 4 grands piliers d'activité. L'origine du Fab Lab, c'est la fabrication numérique, la conduite de projets d'innovation, la recherche collaborative et tout ça avec une animation un peu spécifique. Et alors on y croise des gens en fait très différents. En fait, c'est ça l'idée un peu du Fab Lab, quoi. C'est ça. Peut-être que je peux dire un tout petit mot sur ce que c'est qu'un Fab Lab pour ceux qui ne connaissent pas rapidement. Donc ce sont des machines à commande numérique, c'est important parce qu'on parlait de communauté d'innovation tout à l'heure. On a un fichier numérique, c'est des plans 2D, 3D qu'on envoie dans une machine qui est 2D ou 3D comme une imprimante et on en ressort un objet. Et cet objet, du coup, comme il est numérisé, il peut être partagé à travers une communauté de partage partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est des machines qui sont génériques. On va trouver peut-être 4000 espaces comme le nôtre dans le monde. Donc un objet qui est fabriqué aujourd'hui ici peut être fabriqué demain au Brésil si on partage son fichier, donc qu'il soit protégé ou non. Donc ça c'est intéressant, donc ça favorise le partage, la collaboration, l'open source, le libre, le commun, etc. Je reviens à la question. Oui, quelles attitudes il faut pour ce genre de lieu? Parce que c'est vraiment des lieux très ouverts, en fait. Hein. On a des profils très différents. Oui. Donc on revient sur les profils et les attitudes qu'il faut avoir. Les usagers principaux, donc, ce sont les étudiants, les enseignants, les chercheurs et l'ensemble des personnels, mais c'est aussi des entrepreneurs, des entreprises, des associations qui viennent travailler avec nous. Et donc l'objectif... Plus près, ouais. Et l'objectif, c'est vraiment d'animer ce lieu pour qu'il y ait vraiment de la coopération, puisque au final, on va trouver tout type de porteurs de projets et des gens qui n'ont pas forcément les moyens, le temps de développer leur projet. Et donc là, on est des facilitateurs de ça. Et on est vraiment dans le mode de fonctionnement des startups, c'est-à-dire qu'on est test and learn, on est en méthode agile, on est en transversalité, il n'y a pas de hiérarchie. C'est ça. Donc on s'est inspiré du modèle utilisé dans les startups, tout ce qui est conduite de projets d'innovation. On a essayé d'y apporter une certaine originalité parce que dans un espace aussi diversifié, on a besoin d'être centré sur l'humain. C'est l'humain qui compte d'abord, la collaboration. Donc on apporte de la formation et l'accompagnement à des étudiants, des entreprises, des entrepreneurs, avec une vision croisée, design, intelligence collective et développement par la clientèle. Donc avec un gros contexte sur la transition numérique. Donc si je devais faire un petit parallèle par rapport à des entreprises, on a parlé tout à l'heure d'entreprises qui développaient des communautés d'innovation. Nous, la problématique, ce sont des gens effectivement qui n'ont pas de temps, pas forcément de moyens, et donc avoir des résultats rapidement à travers des processus itératifs, tester, expérimenter et convaincre, c'est ça qui est important. Et est-ce qu'on pourrait l'appliquer dans l'agroalimentaire, ce genre de Fab Lab comme ça Ouais, donc le nôtre est complètement transversal, c'est une méthodologie qu'on peut appliquer a priori à n'importe quel secteur. Ouais. Maintenant dans l'agroalimentaire, c'est un secteur que je ne connais pas en particulier, mais on a déjà développé des choses avec les IAB à Quimper, donc sur justement le mélange des disciplines, la vision technologique et du secteur. Donc on a créé un projet sur l'impression 3D alimentaire qui était vraiment super intéressant. Voilà. Donc rien que le croisement des disciplines apporte beaucoup de choses. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous apporte le plus, en fait, en termes de... Voilà, c'est une autre façon de travailler, une autre façon de voir les choses? Oui, du coup, on a un public de gens qui sont passionnés, on est nous-mêmes passionnés. Donc, du coup, ça change complètement notre travail au quotidien. On a une certaine sérénité, on développe des projets avec du management en intelligence collective. Du coup, finalement, on pose des bases solides à la collaboration et qui... a priori, sont sur du long terme. Voilà. Et comme état d'esprit, donc faut être très ouvert, faut être. C'est quoi l'état d'esprit en fait qu'il faut avoir pour travailler comme ça? Parce que c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est de la bienveillance, c'est de la clarté dans ce qu'on peut faire, parce que il y a tout public, il y a à la fois des entreprises, des gens qui n'ont pas de ressources, des associations, des militants, voilà, on a tout ce genre de public là. Ouais. Donc c'est ce qu'on voyait un peu avec Benoît Sarrazin, c'est ces communautés de passionnés en fait. Donc le message, nous ce qu'on facilite, c'est vraiment la clarté dans les messages et la posture que les gens doivent adopter avant de démarrer une collaboration. D'accord. Merci beaucoup Yves Quéré. Merci.
On va terminer cette table ronde avec Caroline Révol, qui est responsable innovation chez Valorial, le pôle de compétitivité dédié à l'agroalimentaire. Caroline a auparavant été 8 ans dans le cabinet KPMG. Donc Valorial peut vous aider à co-créer, innover autrement. Alors Caroline, on va peut-être rappeler ce que c'est que Valorial et les axes thématiques, qu'est-ce qu'on y trouve ? Oui, bonjour ou rebonjour à tous. Donc, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter en effet Valorial, même si dans la salle, certains d'entre vous le connaissent déjà. Valorial, on est le premier réseau dédié à l'innovation agroalimentaire en mode collaboratif. Alors, on existe depuis 2006 et on bénéficie d'un label pôle de compétitivité qui nous a été remis par l'État et qui est à nouveau en jeu puisqu'on est en pleine candidature pour le renouvellement de ce label. Et notre cœur de métier, c'est vraiment d'identifier, de monter et d'accompagner des projets d'innovation collaboratifs. Donc on est vraiment dans cette logique de co-création en mixant des profils industriels et des profils chercheurs. Et pour ça, eh bien, on a une équipe d'une petite quinzaine maintenant de personnes, dont Fabien, que vous connaissez ici sur le territoire, fait partie. Et on agit sur tout le Grand Ouest, donc à la fois la Bretagne, les Pays de Loire et aussi la Normandie. Donc notre réseau, c'est les acteurs de l'agroalimentaire au sens large qui sont passionnés de l'agroalimentaire sur ces territoires. Et pour répondre à votre question sur quelle thématique on couvre, alors on essaye d'accompagner des projets d'innovation en lien avec les attentes sociétales, puisque l'enjeu est bien là, c'est d'apporter des innovations qui répondent aux attentes des consommateurs. Et on a pour ça décliné en thématiques, on va dire un peu plus technologiques, puisque l'idée pour nous, c'est de faciliter le fait de lever des verrous techno que les entreprises seules n'arriveraient pas à résoudre et pour lesquels elles ont besoin de co-développer, co-créer en R&D. Donc on a des projets sur les technologies innovantes, donc tout ce qui relève des process et des emballages, des projets sur la nutrition santé humaine et animale, des projets sur les ingrédients fonctionnels, sur la qualité et la sécurité des aliments et puis sur l'usage et le marketing alimentaire. Alors vous avez su créer chez Valorial une communauté. Alors est-ce qu'on peut la définir et puis voir comment vous arrivez à l'animer et faire en sorte qu'après ça co-crée dans la communauté ? Oui, alors Monsieur Sarrazin tout à l'heure a parlé des jardiniers de l'innovation. On a tendance à se présenter comme des jardiniers de l'innovation. Et d'ailleurs, notre événement de mi-année au mois de juin dernier, l'équipe Valorial portait tous des tabliers de jardiniers, puisque notre rôle, c'est de créer les conditions favorables à la genèse de projets d'innovation et de vous aider à les monter et à trouver des financements pour qu'ils se réalisent. Alors la communauté Valorial, alors le chiffre n'est plus à jour, puisque on était fin 2017 325 adhérents, on est aujourd'hui 340 adhérents. Donc, constitué d'industriels de l'agroalimentaire, qu'ils soient gros, petits, moyens, c'est toute la richesse du réseau, de chercheurs et d'experts du sujet. L'idée, encore, ce qui nous réunit, puisque le principe d'une communauté, c'est qu'on partage une passion, et le thématique de partage et de passion, c'est finalement l'agroalimentaire et autour du mieux manger. Notre signature, c'est « Osons l'aliment plus intelligent ». Et derrière le plus intelligent, c'est le plus pratique, mais aussi le plus durable, le connecté, tous les enjeux, les thématiques qui relèvent des enjeux sociétaux. Et donc, notre rôle, c'est bien d'animer cette communauté. Je ne vais pas vous décrire tous les chiffres, mais c'est un petit peu les chiffres clés du pôle. On est bien là pour créer les conditions idéales pour faire naître des projets d'innovation et ensuite vous aider à les monter et à faire en sorte qu'ils se réalisent. Alors, on va, dans la mesure du possible, vous trouver des financements publics pour vous permettre de diminuer la prise de risque autour des projets d'innovation. Et pour vous animer 340 entreprises, quand on dit 340 entreprises, c'est plus de 6000 contacts aujourd'hui qu'on a dans la base. C'est aussi bien des responsables R&D que des responsables marketing, responsables industriels. Donc l'innovation, elle concerne tout le monde dans l'entreprise. Et on ne peut pas réunir, à chaque fois, ce ne serait pas très pertinent de réunir tous ces adhérents en une seule fois. Donc on a mis en place 3 formats de réunion qui permettent d'animer cette communauté, qui est un des facteurs clés de succès que vous avez présenté tout à l'heure. On a un premier format que l'on appelle des Valorial Connections. Ce sont des réunions que l'on fait à peu près une fois par mois sur une thématique qui est source d'innovation, pour lequel on sait qu'il y a des verrous et des enjeux forts d'innovation dans l'agroalimentaire. Et ces journées, ce sont des journées qui ont vocation à ressourcer nos adhérents. Donc, ils viennent apprendre quelque chose.
On les met en contact avec des experts du sujet. Et aussi, la deuxième vocation, c'est de les mettre en réseau. Parce qu'on parvient à innover et à collaborer que quand on connaît bien les partenaires avec lesquels on peut collaborer. Donc ces journées-là ont lieu tous les mois sur une thématique. Alors, ça peut être un chercheur, par exemple. Voilà, nous, les conditions d'un projet collaboratif, c'est à minima 2 chercheurs, une entreprise. Donc il faut qu'on constitue des consortiums sur un sujet d'innovation autour de ce triptyque, en fait. Pour vous donner un exemple, on a de Valorial Connection, le mois prochain, et Fabien pourra illustrer la précédente, mais le mois prochain, on organise à Rennes une journée sur la thématique innover haut en couleur. Donc, on invite notre communauté d'adhérents. Alors, les 340 ne viennent pas. Par contre, on va avoir un panel de 50 à 70 adhérents pour lesquels la couleur, c'est un vrai enjeu actuellement. Ils ont des vrais verrous, que ce soit techno, marketing. Ils veulent comprendre les tendances autour de la couleur. Ils ont un problème de stabilité d'un pigment. Chacun, donc, que ce soit chercheurs ou industriels, vont se réunir à cette occasion. Nous, on met en place les conditions du croisement, en fait. On fait venir des experts, des gens du marketing autour de la couleur. Et lors de cette journée, les gens à la fois écoutent et partagent leurs problématiques. De ces journées peuvent naître des projets d'innovation. Ça, c'est un premier format, les Valorial Connection. Et on a mis en place un deuxième format là, qui a vocation à faire émerger des projets d'innovation. Ça s'appelle des Valorial Projects. Et on en avait notamment co-animé une avec l'UBO et Open Factory. Ces formats de journée, là, on n'est plus dans une logique de ressourcement et de mise en réseau. On est vraiment dans une journée où on demande à nos adhérents de se mettre dans une posture créative et de mouiller la chemise. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus en posture d'écoute, ils viennent contribuer à l'émergence d'idées de projets d'innovation sur un challenge créatif. Et là, on fait appel à des méthodes d'intelligence collective et de créativité. Et concrètement, donc vous avez dit que parfois les gens venaient vous voir parce qu'il y a un verrou technologique. Mais voilà, est-ce qu'il y a d'autres exemples? Pourquoi ils viennent vous voir, en fait, les entreprises? Alors, il y a plein de raisons à venir à rejoindre le réseau Valorial. La première raison, vous l'avez citée, c'est je fais face à un verrou, je veux innover sur une thématique en particulier et seul, je n'ai pas les compétences en interne pour pouvoir développer cette innovation. Donc, je viens chez Valorial pour la force de son réseau. Et nous, notre rôle, c'est de mettre en relation l'entreprise ou le chercheur en question avec d'autres partenaires. Et à 2, à 3, ils vont pouvoir justement résoudre ce verrou techno ou marketing. Et puis c'est aussi, je reste dans les tendances. Exactement. En fait, grâce à toutes ces Valorial Connections, je reste dans les tendances sociétales. Voilà, ça c'est une première raison, c'est le projet. La deuxième raison, c'est venir chercher de l'info. Que ce soit de l'info technique, c'est-à-dire je veux me ressourcer sur une thématique, ou une info sur les appels à projets pour lesquels je peux candidater ou connaître les dispositifs de financement de projets. Et puis, il y a une raison aussi business. Enfin, dans les 340 adhérents, j'ai l'occasion de croiser aussi des partenaires commerciaux, des clients. Et puis, alors il y a aussi, et ça se développe de plus en plus, on vient aussi chez Valorial pour monter des projets avec une dimension européenne. Et on le sera demain un peu plus, puisqu'un des enjeux forts de notre prochaine feuille de route, c'est justement d'ouvrir le réseau à ce réseau européen. D'accord. Qu'est-ce qui rend parfois la co-création difficile en agroalimentaire? Il y a quand même parfois la culture du secret. Alors, on en a parlé tout à l'heure. Pour moi, il y a 2 freins essentiels que nous, on vit au quotidien en interagissant avec nos adhérents. Il y a en effet le fait que le caractère distinctif ou la compétence différenciante d'une entreprise est souvent basée sur une recette que l'on garde secrète ou un savoir-faire ancestral. Et co-créer, c'est un peu s'ouvrir. Et s'ouvrir, c'est prendre le risque de se découvrir. Alors, par contre, ça se gère très bien, et vous l'avez évoqué tout à l'heure. Nous, on le gère au travers des accords de confidentialité, des accords de consortium, etc. Et puis, plus on avance dans le processus d'innovation, plus la confidentialité est verrouillée. C'est-à-dire qu'au départ, quand on est dans des journées comme des Valorial Project, où l'idée, c'est de faire émerger des idées de projet, là, on va mettre en pâture tous les modes idées. Donc, libre à chacun de mettre en pâture ce qu'il a envie de mettre, mais forcément, on ne peut pas gérer la confidentialité. Dès lors, en revanche, qu'on a un embryon de projet, là, on commence à verrouiller et à se mettre en mode groupe projet et on a des engagements de confidentialité. Puis vous me disiez aussi, quand on préparait cet entretien, que finalement, les services marketing sont habitués à sortir, à aller dans des salons, à aller voir des choses. Et les services R&D
pas forcément. Et Fabien me disait la même chose aussi. Je crois que dans certaines études qui ont été faites par Valorial, c'était ça en fait. C'était l'idée de pousser un peu parfois les équipes R&D d'aller s'ouvrir, d'aller s'aérer, d'aller se ressourcer. C'est très en lien avec cette notion de culture ou d'état d'esprit. En fait, on a en effet des profils dont le poste demande une ouverture plus forte. Un responsable marketing, il est dans la veille, le benchmark concurrentiel, donc il a une vraie culture de l'ouverture, d'aller sur des salons, etc. La R&D, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, s'ouvre désormais. Et nous, on a beaucoup de responsables innovation et responsables R&D dans notre réseau. Je vais vous faire un retour d'expérience, par contre, pour lequel, là, chez Valorial, on a un vrai verrou et qu'on essaye de lever pour faire sortir notamment les responsables industriels. Il y a des vrais enjeux d'innovation dans les usines. On parlait du numérique, de la food tech, etc. Améliorer la performance des usines, c'est des vrais enjeux d'innovation dans l'agroalimentaire. Et on a des solutions, on a des équipementiers, il y a des enjeux autour de la robotique, du big data, de l'intelligence artificielle. La cobotique. Voilà, tous ces sujets-là, on l'a abordé au mois de mai dernier en faisant une Valorial Connection sur ces sujets-là. Lors de cette journée, notre point de déception, c'est qu'on avait beaucoup de fournisseurs de technologies présents avec des solutions super innovantes pour améliorer les postes de travail dans l'agro, etc. Par contre, on avait, à tout casser, on avait 12 responsables industriels. Faire sortir les responsables industriels des usines, c'est très, très compliqué. Et pourtant, ils ont vraiment à gagner à sortir, parce que ceux qui sont venus, pour le coup, sont partis avec des solutions quasiment déployables immédiatement dans leurs usines. Et ceux qui étaient là, ce n'étaient pas forcément les industriels qui avaient le plus besoin de ça, puisqu'ils sont déjà culturellement ouverts. Et donc, ces technologies, ils les connaissent bien souvent. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire à quelqu'un, parce qu'on arrive presque au terme de cette table ronde, quelqu'un qui aurait encore des freins pour innover, justement, avec les communautés d'innovation, c'est quoi tous les bénéfices qu'on peut retirer justement d'aller rencontrer, d'aller s'ouvrir, Alors, venir chez Valorial, pour moi, c'est à la fois un gain de temps. Vous allez gagner du temps parce qu'on va vous faciliter la tâche pour trouver le bon expert ou le bon industriel, le bon partenaire. Donc, il y a déjà un gain de temps. Il y a cette notion, l'autre bénéfice, c'est cette ouverture. Enfin, nous, on vous donne accès à une diversité de sujets, à une diversité d'acteurs. Et s'ouvrir, c'est justement casser ce schéma de pensée habituel dans lequel on est trop souvent. Un autre bénéfice, c'est l'accès à des compétences, puisqu'on a une équipe projet qui est là pour vous aider à aller plus vite dans le montage de projets. Et puis, il y a forcément un dernier bénéfice qu'il ne faut pas voir comme le premier, mais plus comme la cerise sur le gâteau. C'est un accès facilité à des sources de financement. Mais il ne faut pas vendre n'importe quoi chez Valorial. Ce n'est pas parce qu'on vient chez Valorial qu'on a accès à des guichets financiers. On sait à quel point l'argent public se raréfie. Très clairement, on vient chez Valorial avant tout pour des compétences et des choses on va vous permettre d'aller plus vite et de mieux innover. Et dans la mesure du possible, on ira chercher les financements les plus adéquats. Donc aujourd'hui, quand on reprend les chiffres, on a un très beau taux de succès des projets financés, puisque 90% des projets industriels que l'on accompagne, on parvient à trouver des financements publics qui contribuent au financement de ces projets. On a un vrai enjeu de maintenir ce taux de financement. On peut peut-être rappeler combien ça coûte de rejoindre je ne les connais pas par cœur, mais voilà. Quelques chiffres. Voilà. L'adhésion à Valorial est fonction du nombre de salariés. Donc, ça va pour les plus petites, des moins de 10 salariés, à 330 € par an, jusqu'aux plus grosses entreprises et adhérents, parce que j'entends aussi des acteurs de la recherche. On est à 3 430 € hors taxe. Donc, ça, c'est les tarifs 2018. On pratique une petite augmentation en 2019, mais ces ordres de grandeur ne changeront pas. Voilà, on pourra vous retrouver de toute façon au sortir de ce débat. J'ai envie peut-être de passer la parole à la salle. Vous avez peut-être envie de poser une question à l'un ou l'autre de nos intervenants pour peut-être aller plus loin sur un point ou sur un autre, ou voilà, poser une question, apporter un témoignage, peut-être un dernier temps d'échange. Oui. Il faut appuyer sur le petit bouton. Appuyez sur le bouton à gauche. Voilà. Ah. Oui, allez-y, ouais.
effectivement, c'est une bonne question. Aujourd'hui, il y a déjà plusieurs marques autour de Enaf. Donc, il y a la marque Enaf qu'on a vue tout à l'heure, hein, qui est sur le pâté Enaf, etc., qui est la marque la plus connue, la plus démocratisée, on va dire, la plus populaire. On a lancé il y a quelques années Enaf Sélection, donc c'était déjà une deuxième marque, une marque destinée au circuit sélectif, donc tout ce qui est en dehors de la grande distribution. Là, on lance Enaf & Co. Enaf & Co, c'est une enseigne. C'est pas une marque qui a vocation à être sur les produits. C'est vraiment l'enseigne d'un réseau de boutiques, voilà, physique ou en ligne, comme je le disais tout à l'heure. Et aujourd'hui, ce que l'on observe, par le feedback qu'on en a, ça fonctionne et c'est bien compris a priori. Sachant qu'il y a une petite signature sous ce logo. C'est dommage, on n'a pas eu la bonne version de la présentation, donc on n'a pas vu les images. Mais effectivement, sous Enaf & Co, il y a une petite signature qui est Nos saveurs de Bretagne, donc qui explique aussi quelle est la promesse et le concept. Est-ce qu'il y a une autre question ou un autre témoignage ou maintenant vous savez tout sur la co-création avec les communautés d'innovation. En tout cas, on espère vous avoir donné envie de vous plonger dans le sujet. S'il n'y a plus de questions,